Malgré l'opposition des États-Unis, la France tente d'obtenir l'envoi d'une force internationale. Officiellement, c'est pour venir en aide aux réfugiés. En réalité, Paris cherche d'abord à sauver ce qui peut encore être sauvé du Zaïre de Mobutu. Les Nations Unies refusent d'arbitrer ce qu'elles considèrent comme un conflit d'intérêts entre la France et les États-Unis. Je ne faisais aucune confiance aux Nations Unies. L'expérience que j'avais eue pendant le génocide me rendait méfiant. Je ne faisais aucune confiance aux Nations Unies. Pour James Kabarebe et l'état-major rwandais, pas question de laisser le problème des réfugiés compromettre l'avancée de Kabila et des troupes de l'Alliance. Si la situation dans les camps risque de déclencher une intervention des Nations Unies, alors il suffit de vider les camps et l'intervention n'aura plus raison d'être. La première cible est celui de Mugunga, le camp le plus militarisé de la frontière. C'est le général Kayumba, chef d'état-major rwandais, qui ordonne lui-même l'attaque. Il y avait un certain nombre de solutions pour ramener les réfugiés rwandais chez eux. La première était de les faire rentrer pacifiquement. Mais nous étions mal placés pour le faire. Donc, nous avons dû nous résoudre à une autre stratégie, les faire rentrer de force. Nous sommes arrivés à Mugunga par voie de terre, en nous battant chaque jour entre Goma et Mugunga. Nous nous battions colline par colline. Les alentours de Mugunga étaient défendus par les ex-FAR et les miliciens, et nous avons dû les affronter. Quand nous avons enfoncé leur dernière ligne de défense, les ex-FAR et les miliciens se sont d'abord repliés dans les camps de réfugiés. Puis ils ont essayé de fuir à l'intérieur du Zaïre, en direction de Kisangani. Je suis monté sur une colline qui surplombait Mugunga et je me suis assis. J'étais très fatigué. C'était le soir et nous étions battus toute la journée. C'est là que j'ai vu une foule immense se diriger vers la frontière du Rwanda. Le 16 novembre 1996, le camp de Mugunga est investi par les soldats de l'AFDL et nettoyé en quelques heures de ses 720 000 réfugiés. Parmi les tentes éventrées, seuls restent les morts et quelques familles qui errent hébétées. Les Nations Unies n'ont désormais plus à se poser la question d'une intervention puisque le camp est vide. Environ 600 000 des 720 000 occupants de Mugunga ont rejoint le Rwanda, mais plus de 100 000 manquent à l'appel. Ils ont purement et simplement disparu. Les rivalités franco-américaines leur ont sans doute en partie coûté la vie. C'était comme une marée humaine, une vague qui bougeait. C'était fascinant. Et pour moi, c'était une véritable fierté, car nous avions réussi là où les Nations Unies avaient échoué. Le désastre a commencé à partir du moment où il y a eu un retour des réfugiés qui sont retournés au Rwanda et qu'il y a eu un certain nombre dont le chiffre n'est pas connu. On parle de 150 000, on parle de 200 000, on parle de 250 000, et qui, eux, ne sont pas retournés et qui se sont perdus dans la forêt et qui ont été par la suite massacrés. Certains ont pu s'échapper, mais il y a eu un véritable massacre. Les membres de l'Alliance récusent ces accusations. Pour Kabila et ses alliés rwandais, les réfugiés manquants sont en majorité des responsables du génocide qui ont fui dans la forêt par peur des représailles. Si certains réfugiés en effet se sont perdus dans la forêt, si d'autres ont sans doute rejoint les camps de l'ouest du Zaïre, si d'autres encore ont franchi les frontières des pays voisins, tout laisse à penser qu'un grand nombre des 100 000 disparus a tout simplement été massacré. Les Nations Unies et les associations humanitaires soupçonnent Kabila et ses troupes rwandaises de s'être vengés du génocide sur des milliers de civils innocents. Vrai ou faux, une enquête officielle est décidée.
le fantôme de ces dizaines de milliers de disparus va désormais poursuivre Kabila et ses alliés. C'est la première ombre dans la conquête du Zaïre. Je donne ma parole d'homme, je le jure, qu'il n'y a jamais eu, au niveau des réunions des politiques de l'AFDER, une décision de permettre aux Bergera qui avaient connu une histoire de génocide entre eux, de leur dire « allez, c'est le moment de vous venger ». Il n'y a jamais eu cette décision. Malgré la controverse, des dizaines de milliers de nouveaux combattants rejoignent les forces rebelles de Kabila. Beaucoup sont des déserteurs de l'armée de Mobutu. Et c'est désormais une véritable armée qui marche sur la deuxième ville du pays, Kisangani. Le secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin, est allé voir le président Mobutu. Pleine rébellion à Roquebrune-Cap-Martin. Il lui a dit alors, maréchal, où en sont les choses sur le plan militaire? Je cite fidèlement Mobutu, qui me le rapporte. Monsieur le secrétaire général, j'ai un rapport de mes généraux. Tout va bien sur le terrain. Et le président Mobutu, de s'entendre répliquer, on vous raconte des bêtises. Vos généraux, maréchal, vous racontent des bêtises. La situation sur le terrain tourne au désastre pour vos troupes. Vous n'avez plus d'armée. Votre garde, la fameuse DSP, c'est du bidon. Je lui dis, maréchal, il vous dit la vérité. On vous raconte des histoires. Changez de chef d'état-major. Nommez Maélé. Le général Maélé Lieko Bongo, l'homme qui a écrasé la rébellion au Katanga dans les années 1970. Mobutu préfère croire aux vieilles recettes que lui ont enseignées les Belges puis les Français. Plutôt que de faire confiance à Maélé, il recrute une poignée de mercenaires occidentaux. Après tout, la formule a fait ses preuves dans le passé. Après des mois de convalescence en Europe, Mobutu rejoint enfin Kinshasa, accompagné de son avocat Robert Bourgi. Le président de la République qui tient de sa main la citoyenne présidente Mama Bobila-Dawa est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur. Accueilli en héros, Mobutu ne se fait plus d'illusions sur sa situation. Son pouvoir vacille, Maélé est sa dernière chance. Maélé est nommé chef d'état-major avec pour mission d'arrêter la progression des troupes rebelles de l'Alliance. Kabila et ses hommes s'approchent en effet dangereusement de Kisangani et des camps de réfugiés qui entourent la ville. The meeting is adjourned. Une fois encore, le sort des réfugiés Hutus pris dans les combats préoccupe les Nations Unies. La communauté internationale craint de nouveaux massacres et veut imposer un cessez-le-feu. Mohamed Sarnoun, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, est aussitôt dépêché sur place. On a eu peur de cette tragédie humanitaire absolument inouïe et il fallait absolument faire quelque chose pour empêcher qu'il y ait une véritable guerre autour de Kisangani. J'en ai parlé avec le président Museveni et je lui ai dit il faut absolument tout faire, Monsieur le Président, pour arrêter cela. Alors le président Museveni a appelé devant moi au téléphone Kabila. Kabila avait refusé de le rencontrer. Sanoun était mandaté par les Nations Unies pour négocier. Mais Kabila le trouvait indésirable. J'ai donc arrangé une rencontre entre Kabila et Sarnoun. Le lendemain, Kabila est arrivé et nous avons eu une discussion à trois sur ce sujet.
Et j'ai dit au président Kabila, écoutez, il faut absolument arrêter votre offensive et laissez-nous essayer d'abord de régler le problème des réfugiés, d'évacuer les réfugiés, de retrouver une formule pour que il n'y ait pas cette tragédie humanitaire. Ça ne lui plaisait pas. Pas du tout. Mais ce n'était pas Kabila qui combattait, c'était les Rwandais qui faisaient la guerre. Kabila n'avait toujours pas de troupes à lui et ne faisait rien pour en avoir. Pourtant, un cessez-le-feu autour de Kisangani pouvait être une bonne chose pour Kabila. Ça lui aurait donné le temps de se constituer une armée. Le fait qu'il veuille foncer comme ça sur Kinshasa prouve que construire sa propre force ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était que les Rwandais l'amènent rapidement au pouvoir. Il n'y aura ni cessez-le-feu ni combat. La ville tombe comme un fruit mûr entre les mains des rebelles. La chute de Kisangani est un tournant décisif dans la guerre. La ville commande tous les accès à Kinshasa, la capitale. C'est le cœur économique du Zaïre. Le cobalt, les diamants, l'or, l'uranium, tout transite par Kisangani. Celui qui tient la ville tient l'argent, donc le pouvoir. 6 mois seulement après avoir déclaré la guerre à Mobutu et sans avoir rencontré d'obstacles véritables, les troupes rebelles s'apprêtent à faire sauter le dernier verrou qui les sépare encore de Kinshasa. Nous avions concentré toutes nos forces et tous nos moyens à Kisangani. Nous n'imaginions pas qu'un jour Kisangani pouvait tomber. Je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu avec le général Mayele avant la chute de Kisangani, juste quelques jours avant la chute de Kisangani. Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit, général, j'espère que Kisangani ça tiendra bon. Il dit, ah, qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs de cinéma du gouvernement. Mais vous allez être surpris, il n'y a rien à Kisangani. Vous savez que moi, chef d'état-major général, c'est le général Mayele qui me parle, vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires, qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani, je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air, je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Je dis, mais général, là, vous me racontez des histoires. C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée. Parce qu'à Watsa, à Siro, nous nous étions battus contre des mercenaires. Dans Kisangani même, il y avait beaucoup de soldats de Mobutu qui se sont rendus sans même se battre. Peut-être 2 à 3 000 soldats. Kisangani représentait aussi la chute des mythes d'une dictature soutenue par l'Occident, le mythe aussi des mercenaires qui avaient longtemps changé l'ordre établi en Afrique. Ça représentait le mythe aussi de l'Occident qui avait une mainmise, qui pouvait changer de n'importe quoi sans que les Africains le fassent eux-mêmes. Donc on a compris que c'était une fierté, une renaissance d'une conscience nouvelle de prise en charge des Africains par eux-mêmes. Donc c'est beaucoup de choses qui Kisangani à une image qui est utile non seulement aux Congolais, mais à tous les Africains. L'échec de Kisangani, de Mobutu avec ses mercenaires, avec ses amis occidentaux qui voulaient encore une fois les maintenir, même malades, et l'unité dans l'action des Africains, c'était quelque chose de très louable qui a pris naissance dans les consciences des Africains. Let me start with very important. Laissez-moi d'abord vous donner des nouvelles très importantes. You know it already. Vous les connaissez déjà, j'en suis sûr. I'm giving you this information. Je vous communique cette information. As you know, that the town of Kisangani Comme vous le savez, la ville de Kisangani fell
est tombé entre nos mains à 14h45 aujourd'hui. La ville de Kisangani est tombée entre nos mains. Je le répète. Pour la première fois, la donne change en Afrique. L'ordre établi par les anciennes puissances coloniales est remis en cause par les Africains eux-mêmes. Dans les rues de Kisangani, les rebelles sont devenus libérateurs. Mais derrière la FDL, c'est Kabila que la foule acclame. Kabila, l'homme de paille, Kabila l'éternel maquisard, tient désormais entre ses mains le sort du plus vieux dictateur africain. Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour d'une même table. Une fois encore, la mission est confiée à l'ambassadeur Sarnoun. Makara a reçu un message. Il m'a dit, bon, Sarnoun vient d'arriver. J'ai soufflé au président, j'ai dit, monsieur Sarnoun vient d'arriver. Il a dit, bon, oui. Il dit, bon, allez le chercher. Pourriez-vous dire, qu'est-ce qui vous tracasse avec la présence de l'ambassadeur Sarnoun? Pourquoi vous vous excitez? Qu'ils ne veulent pas du cessez-le-feu. Mais... Coulez. Qui veulent qu'on avance? C'était une foule qui exprimait un sentiment. Il fallait le prendre comme tel. J'ai expliqué d'ailleurs, j'ai parlé à la foule, j'ai dit quelques mots. Et ils ont très bien compris que, en fait, la foule criait sur le coup de l'émotion. Mais cela ne peut pas dire que la foule voulait la guerre. Lui, il était de vaille, il est de petite taille. Et derrière lui, quand Kabila posait la question, ce qui était derrière ça, nous disait à la population de dire non. Alors, c'est comme ça qu'il était. Il était un peu, je ne dis pas humilié, mais il était malheureux ce jour-là. Monsieur l'ambassadeur, je vous salue, monsieur l'ambassadeur. Je vous salue. N'importe quel changement les aurait rendus heureux. Pas Kabila en particulier. Tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors ils chantaient « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour, on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Mais pour l'instant, l'horizon est encore sans nuages. Avec la prise de Kisangani, Kabila devient brusquement le centre de tous les intérêts. Politique, bien sûr, mais surtout économique. Les multinationales sont prêtes à tout pour obtenir la moindre concession minière. Les mieux placées sont américaines. Kabila peut désormais compter sur deux armes en plus pour conquérir Kinshasa, la reconnaissance et l'argent. Dans la capitale, la tension est palpable. La ville est vide et la rumeur donne déjà Kabila vainqueur. Les Américains l'ont bien compris. Bill Richardson, l'envoyé spécial de Bill Clinton pour la région des Grands Lacs, est chargé de faire passer le message au maréchal Mobutu. Vous m'imaginez, moi, un ambassadeur américain allant voir Mobutu, le président d'un pays, pour lui dire qu'il était important qu'il quitte le pouvoir? C'était difficile. Mais j'ai été ferme et clair. En fait, je voulais lui montrer mon respect. Il était au pouvoir depuis des années, il avait été l'ami des Américains. Il a vraiment cité toutes les grandes étapes
de toutes les grandes choses que Mobutu a fait dans sa carrière en faveur des États-Unis, ce qui présageait déjà de la sensibilité du message. Nous lui avons dit des choses très dures. Par exemple, que son armée allait perdre, qu'elle était incapable de défendre Kinshasa, qu'il se pouvait même, s'il refusait de se retirer pacifiquement, que son corps soit traîné dans les rues de Kinshasa. Mobutu a sursauté pour dire mais comment? Donc si je comprends, vous m'amenez le message de Kabila, parce que c'est ça la position de Kabila. Je le revois encore triturer sa canne, ajuster sa toque. On était très près l'un de l'autre. Vous savez, c'était vraiment une mission difficile. J'avais peur que les membres de sa famille lui conseillent de s'accrocher au pouvoir. De temps en temps, il demandait une pause, le temps de consulter les siens sur ce qu'il devait faire. Je lui ai dit, ici, ils ne viennent pas demander votre avis. Ils vous apportent là ce message. Il n'est même pas diplomatique, il est cru. On vous met devant un ultimatum. Vous acceptez, voici les conditions. On vous fait sortir avec votre famille, avec la sécurité de vos biens et tout. Et on protège vos biens à l'extérieur. Il savait qu'il lui fallait rencontrer Kabila tôt ou tard. Il le savait. Il avait compris que c'était la fin, qu'il ne pouvait plus s'opposer à une rencontre avec Kabila. Je suis heureux d'annoncer que le président Mobutu et M. Kabila ont accepté de se rencontrer. C'est une occasion historique qui pourrait permettre une transition pacifique au Zaïre. L'Afrique du Sud se porte volontaire pour organiser la rencontre historique. Parmi les problèmes à régler, celui du lieu où se dérouleront les pourparlers. Nelson Mandela propose l'Uteneka, un navire de guerre sud-africain. C'est le président lui-même qui servira de médiateur pour ces négociations de la dernière chance. Les menaces à peine voilées de Bill Richardson laissent peu de marge de manœuvre à Mobutu. Il est parti avec toute sa famille. Et puis certains maîtres et certains gardes de corps avaient fui le bateau en dernière minute. Parce que tout le monde avait le traumatisme que les Américains, avec les Sud-Africains, allaient le prendre en otage dans le bateau et l'amener en exil. Juste en ce moment où la tension commençait à monter, ouf, on entend l'hélico, et puis toute la tension est tournée vers l'hélico. L'hélico atterrit, et puis tout le monde attend la sortie de Kabila, et on voit la silhouette de Thabo Mbeki sortir, plus rien. Kabila ne voulait pas venir. Quel intérêt avait-il à négocier? Il avait les troupes, les armes et l'argent. Le président Mandela n'était pas du tout content de notre comportement. Il trouvait Kabila très arrogant. C'était pour moi la première fois de voir comment Mandela est en colère. Il était dans tous ses états. Je croyais que c'était un homme doux et qui ne se fâchait pas, mais ce jour-là, j'ai eu le privilège de voir comment il était hors de lui. Il avait des propos extrêmement durs vis-à-vis de Kabila pour le coup, parce qu'il considérait ça vraiment que c'était une injure face à lui, parce que c'est une gifle qu'il avait ramassée là sur la face du monde. C'est ce bateau français, le Jean Moulin, amarré tout près de l'Uteneka, qui inquiète Kabila. Sa visite était prévue, mais le leader des rebelles est persuadé que les Français veulent lui tendre un piège et tenter une dernière fois de sauver Mobutu. Kabila m'a dit qu'il avait des informations précises sur le bateau français. D'après lui, il était là pour tirer sur notre avion et nous tuer tous. Il a donc catégoriquement refusé de venir. Je lui ai alors proposé de partir tout seul, dans un premier hélicoptère.
Moi, j'étais en train de préparer le texte à donner à Mobutu qui devrait signer son départ. Parce que notre objectif, nous, c'était d'aller dire à Mobutu de partir et de signer son départ, là, sur le bateau. C'est comme ça que nous allons arriver à Outeneka très tard dans la nuit. Avant de rejoindre l'Outeneka, Kabila impose une dernière condition. Aucun représentant occidental ne doit être présent à bord. Les affaires africaines doivent se régler entre Africains. Seul Mohamed Sarnoun, l'ambassadeur des Nations Unies, est toléré. Nous ne voulons pas avoir d'autres nationalités sur le bateau, si ce n'est que les Congolais, les Sud-Africains. C'est tout. En dehors de ça, nous ne voulons pas voir une autre nation. Et Richardson a insisté, beaucoup insisté. On a dit niet. Ils ont tous été invités à quitter le bateau. Donc il n'y a eu sur le bateau, en fin de compte, uniquement les protagonistes et les médiateurs. Il n'y avait pas les Américains, il n'y avait pas les Français, il n'y avait pas d'autres puissances. Bill Richardson et la délégation américaine quittent le bateau. L'ambassadeur de France est relégué au bar, tout un symbole. Après 24 heures de préparation, les négociations peuvent commencer. Après un long et franc échange de vues, il a été convenu que chacune des parties étudierait les propositions de l'autre et ferait connaître ses conclusions au président Mandela. La rencontre est un échec. Aucun accord n'est signé. Mobutu refuse de renoncer au pouvoir, Kabila, lui, refuse de renoncer à Kinshasa. L'espoir américain d'une transition en douceur est compromis. Les troupes de l'Alliance ne sont plus qu'à 150 km de la capitale zaïroise. En 6 mois, les rebelles ont conquis plus de la moitié du pays et peuvent désormais compter sur le soutien de la population et d'autres pays voisins comme l'Angola par exemple. Mais la prise de Kinshasa s'annonce plus difficile. La DSP, la garde personnelle de Mobutu, est décidée à vendre chèrement sa peau. Une fois encore, le sort de Kinshasa est entre les mains du général Maélé. Mais celui que Mobutu a hésité à nommer chef d'état-major sait que militairement, la bataille de Kinshasa est perdue d'avance. Nous cherchions une solution pour éviter que la guerre n'embrasse Kinshasa. Maélé était tout à fait conscient qu'il ne pourrait pas militairement défendre la ville. C'était un patriote et il ne voyait aucune raison valable de s'engager dans cette bataille. Le général Mayele a eu le courage, ça il faut le lui reconnaître, de dire au président Mobutu ce que les autres généraux n'osaient pas dire. C'est-à-dire, il a dit au président Mobutu, nous ne sommes plus capables d'assurer votre sécurité. Quand il a réalisé que tout était fini, il a cherché à entrer en contact avec nous. Il voulait établir un contact avec Kabila pour voir comment éviter la guerre à Kinshasa. Les troupes de l'AFDL convergent vers Kinshasa. Très vite, la capitale est encerclée. Les aéroports du pays tombent un à un aux mains des rebelles. Un seul, celui de la capitale, reste sous contrôle des hommes de Mobutu. Son avion personnel est déjà à portée des tirs des rebelles. Les gardes du corps du maréchal doivent coûte que coûte maintenir une piste ouverte pour lui permettre de fuir. C'est la fin de 32 ans de règne sans partage. J'étais en plein milieu du fleuve Congo. Et je ne savais même pas de quel côté était le Congo-Brazzaville et de quel côté était le Congo-Kinshasa. J'ai posé la question à des civils qui étaient là sur la rive et ils m'ont indiqué l'endroit où débarquer. Nous nous sommes organisés et nous avons convergé vers le camp de Tchachi. Aussitôt, les soldats de la garde spéciale se sont rendus. Ça a été la fin de la guerre du Kinshasa. Le bain de sang est évité. Une fois encore, le général Maélé a sauvé Kinshasa. Un dévouement qu'il paiera de sa vie, il meurt le soir même, assassiné par le dernier carré des soldats fidèles à Mobutu. J'étais chez moi, les gens m'appelaient pour me dire « Quelqu'un a vu les troupes de l'Alliance en ville le long de la voie ferrée ». Puis quelqu'un d'autre a appelé et m'a dit « Maélé est mort ». J'ai répondu
Ça n'a pas d'importance. Tout est réglé maintenant. Tout est fini.